Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui explore les faits réels avec une perspective féministe et engagée. Je m'appelle Clémentine et je pense que les histoires vraies sont souvent le reflet du monde qui nous entoure et peuvent nous aider à le comprendre et à l'appréhender. Le premier dimanche de chaque mois, je vous fais découvrir une nouvelle histoire vraie, parfois connue, parfois plus confidentielle. À la fin de chaque épisode, je vous donne mon avis et en me basant sur différentes sources, j'apporte un éclairage et mon analyse sur des thématiques en lien avec l'histoire. Bonne écoute! Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pour de vrai. Avec cet épisode, on va renouer avec un style un peu plus true crime, puisqu'on va parler d'un assassinat politique au Honduras, un féminicide politique, on pourrait dire même. Donc ça fait un peu un grand écart avec l'épisode précédent qui parlait d'Anna Nicole Smith. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire et le combat de Berta Cáceres, une activiste écologiste assassinée en mars 2016 alors qu'elle luttait contre la construction d'un barrage au Honduras. À mon sens, cette histoire résonne avec celle de Daphne Caruana Galizia, une journaliste maltaise assassinée dont j'avais raconté l'histoire dans le tout premier épisode de Pour de vrai. Daphne Caruana Galizia avait mis au jour des faits de corruption au sein même des gouvernements maltais, et dans les deux cas, ce sont des femmes courageuses qui s'élevaient contre des grands groupes, contre des puissants, contre leur impunité. Par leur combat, elles sont devenues des menaces et elles ont été purement éliminées. Vous allez le voir, dans cette histoire, les axes d'analyse sont très nombreux. J'ai dû me limiter un peu. Donc, dans la deuxième partie, j'ai décidé de vous parler de la notion de féminicide politique, d'écoféminisme et d'écoterrorisme. Alors restez jusqu'à la fin. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se passe au Honduras. Et pour commencer, je vais vous parler un peu de ce pays. Je le fais pas systématiquement dans chaque épisode, parce que en général, je parle de pays qu'on connaît un peu mieux, sous nos latitudes, mais pour le Honduras, dont on entend finalement assez peu parler, je pense qu'une petite mise en contexte est pertinente, surtout que la situation politique est assez complexe et, on va le voir, elle va avoir une très grande influence dans l'histoire. Le Honduras se situe en Amérique centrale, entre le Nicaragua au sud et le Guatemala et le Salvador à l'ouest. Il y a environ 10 millions d'habitants au Honduras et il faut savoir que la population a quadruplé depuis 1970. Et au niveau politique, c'est un peu compliqué. En fait, la situation politique n'est pas très stable et comme dans d'autres pays d'Amérique latine, l'influence ou même l'ingérence des États-Unis est prépondérante. Mais c'est pas là-dessus que je vais me concentrer aujourd'hui. Donc en théorie, le Honduras c'est une démocratie, mais les coups d'État se succèdent, la corruption est très présente, et finalement les gouvernements qui succèdent promettent à chaque fois de la diminuer et de faire changer les choses, mais sans que la situation n'évolue réellement. Politiquement, en gros, au Honduras, il y a deux partis principaux, le Parti libéral et le Parti national, qui se disputent le pouvoir. Le Parti libéral est réputé être plus à gauche, mais il véhicule quand même des idées plutôt de droite, et le Parti national, lui, est clairement de droite et conservateur. Entre 2006 et 2010, le président du Honduras est le libéral Manuel Zelaya, donc libéral plutôt à gauche, mais pas trop, mais il va être expulsé du pouvoir par un coup d'État, et c'est Porfirio Lobo, du Parti national, donc le parti de droite, qui arrive au pouvoir, par des élections qui ne sont pas reconnues par une grande partie de la communauté internationale, puisqu'il y aurait peut-être eu un bourrage d'urnes, et puis bon, il a quand même fait un coup d'État, donc bon, voilà. Mais il va rester au pouvoir jusqu'en 2014, et en 2014, c'est encore un candidat du Parti national qui lui succède, Juan Orlando Hernández. Son mandat est marqué par des controverses politiques, des affaires de corruption, des allégations de fraude électorale et va aussi être entaché par l'affaire du meurtre de Berta Cáceres. En 2022, c'est Xiomara Castro qui lui succède. Elle devient la première femme présidente du Honduras et en fait, elle est la femme de l'ancien président, le libéral Manuel Zelaya, mais elle est vraiment plus à gauche que le Parti libéral. Pour casser ce système bipartite, lors de l'élection, elle se présente hors des deux partis traditionnels. Elle promet de changer les choses, d'en finir avec le système ultralibéral et de renforcer les programmes sociaux contre la pauvreté. Elle défend aussi la dépénalisation de l'avortement, parce qu'il faut savoir que l'interdiction d'avorter est inscrite dans la Constitution au Honduras et que la loi sur l'avortement est l'une des plus strictes du monde.
Et Xiomara Castro défend aussi le mariage homosexuel, donc elle a des positions qui sont très controversées pour le pays. Malgré ça, elle est quand même élue, mettant fin à un siècle de bipartisme entre le Parti national et le Parti libéral. Alors comme ça semble être une bonne nouvelle, et ça l'est probablement, mais vous allez le voir après, sa capacité d'action est quand même assez limitée malheureusement. Au niveau de la situation économique, le Honduras est un pays en croissance modérée avec une dépendance importante à l'égard des remises envoyées par les Honduriens expatriés. Et c'est l'agriculture, et en particulier les cultures d'exportation comme les bananes, le café et les crevettes, qui jouent un rôle essentiel dans l'économie hondurienne. Le pays est aussi confronté à des problèmes de chômage élevé, de pauvreté et d'inégalité. Au niveau environnemental, le principal problème qui affecte le pays, c'est la sécheresse, qui est un problème majeur depuis 2014. Ce problème est aggravé par l'exploitation des ressources naturelles, au profit de méga-projets miniers et hydroélectriques. Et en effet, dans les dernières années, des dizaines de concessions minières et hydroélectriques ont été accordées par les autorités, souvent à des entreprises proches du pouvoir, en dépit des problématiques environnementales. Le pays est d'ailleurs très dangereux pour celles et ceux qui s'opposent à ces projets, puisqu'en 10 ans, entre 2009 et 2019, 130 activistes climatiques y ont été tués. Et parmi elles, Berta Cáceres, dont je vous raconte l'histoire aujourd'hui. Durant toute sa vie, elle s'est battue pour la préservation de son environnement et, au moment de sa mort, elle se battait pour la défense du fleuve Gualcarque, j'espère que je le prononce correctement, et contre la construction d'un barrage hydroélectrique qui menaçait de priver d'eau des centaines d'habitants de l'ethnie Lenca. La communauté Lenca, c'est l'ethnie dont est issue Berta Cáceres, et c'est un peuple d'Amérique centrale qui vit entre le Honduras et le Salvador. Les Lenca seraient environ 100 000 au Honduras, surtout dans la partie sud-ouest du pays où ils constituent la majorité de la population. Voilà, donc c'était une longue introduction, mais je pense que c'est vraiment important de planter le décor pour la compréhension de l'histoire qui va suivre. Avant de commencer, je voulais encore dire que pour écrire cet épisode, je me suis basée en partie sur des articles de presse que vous trouverez dans la description, mais surtout sur le livre « Qui a tué Berta Cáceres » de Nina Lakhani. C'est une journaliste britannique spécialiste de la justice sociale et climatique en Amérique centrale. Elle a d'ailleurs rencontré Berta à plusieurs reprises avant sa mort. Et dans son livre, elle fait vraiment un large panorama de la situation au Honduras et de ce qui a mené à l'assassinat de Berta Cáceres. D'ailleurs, si ce livre vous intéresse, j'en profite pour vous signaler que dès la sortie de cet épisode, vous aurez la possibilité de gagner, grâce aux éditions Premier Matin de novembre, un exemplaire du livre « Qui a tué Berta Cáceres ». Pour cela, rendez-vous sur le compte Instagram du podcast @pour_de_vrai.podcast. Après cette longue intro, je vais enfin vous parler de Berta Cáceres. Berta Isabel Cáceres Flores est née le 4 mars 1971 à La Esperanza, au Honduras. La Esperanza, c'est une petite ville de 12 000 habitants située à 1700 mètres d'altitude dans la région d'Intibucá. Berta fait partie de l'ethnie Lenca. Elle est la cadette d'une famille catholique fervente de 12 enfants. Sa mère, Ostra, surnommée Doña Ostra, est sage-femme et elle est aussi très engagée, notamment dans l'accueil des réfugiés salvadoriens qui fuient leur pays à cause de la guerre civile. Elle a aussi été élue 2 fois maire de la Esperanza, puis gouverneuse de la région d'Intibucá. C'est un peu d'elle que Berta tient ce côté très militant et engagé, puisqu'elle l'a décrit comme son modèle. Berta grandit dans les années 70 dans un contexte de violence dans toute l'Amérique centrale. Malgré ça, elle mène une enfance et une adolescence normale. Selon les témoignages, à 12 ans, elle était déjà une rebelle, connue pour son franc-parler. Elle détestait les règles inutiles et déjà, elle n'hésitait pas à dénoncer les injustices. Adolescente, Berta aime danser, elle a des petits amis et elle se rend en cachette en discothèque. Elle rencontre aussi celui qui deviendra son mari, Salvador Zúñiga. Je ne sais pas si je le prononce bien, il y a un tilde sur le N, Zúñiga. Bref, Salvador Zúñiga est un militant étudiant et il a 6 ans de plus qu'elle. Il participe, comme la mère de Berta, Doña Ostra, à l'organisation de l'asile de réfugiés salvadoriens. Et il est aussi le cofondateur de l'OPEL, un groupe étudiant militant radical.
Comme la plupart de ses frères et sœurs, Berta suit une formation d'institutrice à l'école normale de La Esperanza, car c'est en fait le seul établissement secondaire gratuit et accessible dans la région. Elle commence la formation, qui doit durer 3 ans, à 15 ans. On est en 1986 et elle rejoint l'OPEL, cofondé par Salvador Zúñiga. C'est là qu'elle va faire sa formation militante. Le groupe de jeunes se rencontre en secret pour lire des livres interdits sur la révolution cubaine, le marxisme et débattre d'idées révolutionnaires. Et c'est seulement à partir de 1988 qu'elle entame une relation amoureuse avec Salvador. Elle a 17 ans et elle est en dernière année de sa formation d'enseignante. Lui, il a 23 ans et il participe à des actions à l'étranger, au Nicaragua et au Salvador notamment. On raconte que Berta était impatiente de pouvoir s'impliquer plus concrètement et qu'elle ne se lassait pas d'écouter les histoires de Salvador. Dans son livre, Nina Lakhani cite Salvador Zúñiga, qui lui aurait confié « Chaque fois que je rentrais à la maison, je lui apportais des textes révolutionnaires dont nous discutions. Elle voulait venir avec moi au Salvador, et le plan était que nous partirions ensemble après l'obtention de son diplôme. » Puis elle est tombée enceinte. Zúñiga explique qu'il avait prévu de repartir au Salvador, en pleine guerre civile, pour soutenir les rebelles et qu'il avait essayé de dissuader Berta de l'accompagner, mais qu'elle avait insisté. Finalement, Berta reste au Honduras pendant sa grossesse. Elle donne naissance à une fille qui s'appelle Olivia en juin 1989. 3 semaines après la naissance, le couple confie le bébé à la sœur de Zúñiga et part rejoindre la guérilla. Ils reviennent au Honduras en février 1990. Berta a presque 19 ans et elle est enceinte de leur 2e enfant. Berta affirme que ces quelques mois passés au Salvador détermineront le reste de sa vie. Elle rentre notamment convaincue que la lutte armée n'est pas la voie à suivre. Et c'est à partir de là qu'elle et Salvador vont se consacrer à la lutte pour les droits des peuples indigènes. En 1993, Berta a 22 ans et elle fonde, avec d'autres militants et militantes, dont Salvador, le COPINH, C-O-P-I-N-H, qui est l'acronyme en espagnol de Conseil des organisations populaires et indigènes du Honduras. Cet organisme a pour but la défense des peuples indigènes, notamment l'ethnie Lenca. Le COPINH propose une nouvelle forme de combat, puisqu'en fait, pendant les années précédentes, l'État et l'Église avaient privé les peuples autochtones de leur langue, de leurs coutumes et de leur religion. D'ailleurs, la famille de Berta, bien que Lenca, était catholique et Salvador Zúñiga était chrétien évangélique. Ce qui est nouveau, c'est que Berta et Salvador s'identifient fièrement comme Lenca, et ça reflète une volonté nouvelle, ou en tout cas affirmée, d'autonomie au sein des populations indigènes. Et c'est pour ça qu'ils créent le COPINH. La lutte pionnière du COPINH était axée sur la sauvegarde de l'identité et des traditions Lenca. Mais assez vite, le COPINH va s'engager dans des conflits autour des ressources et se dresser contre les politiques économiques néolibérales qui sont décrites comme le pillage et la recolonisation du Honduras. Dès ses débuts, le COPINH est très actif et connu pour sa capacité de mobilisation. Parmi les premières actions, en 1994, le COPINH a organisé une marche vers la capitale hondurienne, Tegucigalpa, pour exiger une meilleure reconnaissance de l'autonomie des peuples autochtones, un moratoire gouvernemental sur l'exploitation forestière et une enquête sur la violence contre les peuples autochtones. Autre exemple, quelques années plus tard, quelques 150 manifestants et manifestantes Lenca, menés par le COPINH, détruisent une statue importante de Christophe Colomb à Tegucigalpa. Cette action est présentée comme une protestation contre un passé d'exploitation des peuples autochtones. Donc on voit là qu'il y a vraiment, à travers le COPINH, une volonté d'émancipation, d'autodétermination du peuple Lenca et des autres peuples indigènes. Vers le milieu des années 90, Berta rencontre Manuel Zelaya, qui deviendra par la suite président du Honduras, avant d'être éjecté du pouvoir en 2009. Pour parler de la vision politique de Berta, il faut dire qu'elle fait un peu figure d'exception dans la société hondurienne, divisée, où chacun choisit son camp entre les 2 partis principaux. Berta, elle a plutôt tendance à rejeter ce système bipartite qu'elle considère comme fondamentalement corrompu. Elle dénonce des pactes entre les 2 partis pour le partage du pouvoir et des richesses. Mais malgré ça, en 2009, elle s'est engagée aux côtés du candidat à la succession de Zelaya et elle s'est retrouvée candidate à la vice-présidence du Honduras, aux côtés du Bloc populaire à un parti de gauche. Elle voulait par ça en fait casser ce système bipartisan et faire barrage à la privatisation des services publics qui était en marche. Comme je l'ai expliqué avant, finalement, c'est un coup d'État qui a expulsé Zelaya du pouvoir et donc qui a mis fin aux espoirs du Bloc populaire, puisque Pepe Lobo, du Parti national, a pris le pouvoir suite au coup d'État.
Je vous raconte tout ça pour poser le contexte dans lequel le projet de construction du barrage d'Agua Zarca survient. Et aussi pour montrer que Berta Cáceres, même si c'est pas une politicienne, c'est quand même une personnalité impliquée et un peu connue au Honduras. Les peuples indigènes, comme l'ethnie Lenca, demandent depuis des années à être reconnus, à pouvoir s'organiser en municipalités autonomes et surtout qu'on arrête le pillage et la destruction de leur milieu de vie et de leurs terres. Et avec ce projet de barrage dont je vais vous parler, c'est exactement l'inverse qui se passe. Sa construction menace directement le peuple Lenca. En 2006 déjà, un groupe de représentants du peuple indigène Lenca contacte Berta pour lui demander, en tant que représentante du COPIN, d'investiguer sur l'arrivée récente de matériel de construction sur leurs terres. Berta va donc mener son enquête et quelques temps plus tard, elle informe la communauté qu'une joint venture qui regroupe plusieurs entités a comme projet la construction d'une série de barrages sur le fleuve Gualcarque. Parmi ces entreprises, on trouve la compagnie chinoise Sinohydro, qui est la plus grande entreprise de construction de barrages au monde, la Banque mondiale basée en Hollande FMO, la société finnoise de développement FinFund, et enfin la compagnie hondurienne Desarrollos Energéticos SA, aussi appelée DESA, DESA, et c'est comme ça que je vais l'appeler par la suite. Évidemment, en apprenant l'existence de ce projet, la population locale s'inquiète. Les peuples indigènes de la région ont peur, et à juste titre, pour leur accès à l'eau et à la nourriture. Le fleuve a une valeur spirituelle et culturelle importante et est considéré comme sacré par les Lenca, mais en plus, il est important pour la baignade, le lavage et la pêche, et le projet priverait des milliers de personnes de cet accès. La construction des barrages détruirait aussi les forêts indigènes et les territoires autochtones situés le long du fleuve. En gros, ces barrages menacent directement le mode de vie traditionnel des Lenca. En plus, les responsables du projet ont ignoré le droit international puisqu'ils n'ont à aucun moment consulté ni même informé les peuples locaux. Il existait aussi un accord entre le président du Honduras et le COPIN qui garantissait que les projets qui affectent les territoires et les ressources autochtones nécessitent une consultation préalable, libre et éclairée. Vous l'avez compris, dans le cas d'Agua Zarca, le peuple Lenca n'a pas été consulté. Pire, ces projets hydroélectriques privés sont présentés comme des moyens pour fournir de l'électricité pas trop chère aux locaux, mais souvent, quand ils sont réalisés, c'est pas ce qui se passe. Et on peut constater que ces acteurs qui disent agir au nom de l'écologie, sous prétexte d'accompagner la transition énergétique, sont peu regardants sur la nature des projets et les intérêts en jeu, puisqu'ils agissent dans une logique de profit. Berta va donc immédiatement s'engager avec les populations locales et mettre en place une campagne de protestation et de manifestation contre le projet. Et dès le début de cette campagne, les menaces et les pressions vont commencer. Les menaces et les intimidations, Berta, elle connaît. Par exemple, elle a été mise sous protection par la Commission interaméricaine des droits de l'homme suite au coup d'État qui a empêché l'élection pour laquelle elle était candidate à la vice-présidente. Et moins de 2 mois après ce coup d'État militaire, soutenu par la droite, le Honduras a adopté la Loi générale des eaux qui autorise l'octroi de concessions sur 1/3 des ressources en eau du pays. Et moins d'1 an plus tard, des dizaines de concessions avaient déjà été accordées. Donc ça montre bien que l'État est complice et même à l'origine de ces politiques ultralibérales qui consistent à privatiser l'eau. Au niveau de son engagement écologique, Berta considère la sauvegarde de l'environnement comme un instrument de lutte pour la préservation des terres indigènes et de leur mode de vie, et elle dénonce d'ailleurs que les projets qu'elle combat sont présentés comme verts et écologiques alors qu'ils sont juste en réalité destructeurs pour l'environnement et que cet aspect écologique est un prétexte pour faire du profit. Je fais ici une parenthèse pour expliquer que, le temps passant, le COPIN devient de plus en plus féminin et féministe. Le groupe, historiquement dominé par les hommes, et dont le président était Salvador Zúñiga, élit 10 femmes à son comité de coordination, composé de 16 personnes, et Berta est nommée coordinatrice générale. Ça ne plaît pas beaucoup à Salvador Zúñiga, qui, déjà séparé de Berta dans la vie privée, quitte le COPIN. Il semble qu'il acceptait mal la critique du patriarcat, mise en avant par Berta, mais aussi le fait qu'elle l'ait supplantée comme leader du groupe. Ah, l'ego des mâles. Il faut dire que cette vision féministe tranche un peu avec la pensée dominante au Honduras, qui est un endroit extrêmement difficile pour les femmes, puisque la violence et la violence sexuelle y sont très présentes et dans une impunité presque totale,
Alors, il y a bien des efforts qui sont faits et des choses qui changent peu à peu, notamment une loi de 2013 qui considère le féminicide comme un crime de haine, mais elle ne se traduit pas par des faits. On estime qu'une femme est assassinée toutes les 15 heures au Honduras, ce qui représente 9 féminicides par semaine. En 2018, seulement 18 affaires avaient été jugées comme des féminicides, au regard de la loi de 2013. Après cette parenthèse plus que révoltante, je reviens à Bertha et à sa lutte contre le barrage. Je l'ai dit, le projet prévoit la construction de plusieurs barrages, mais c'est celui d'Aguas Arca qui va concentrer les protestations. Il se situe dans la région de Rio Blanco, au nord-ouest du pays. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il est présenté comme un projet hydroélectrique relativement modeste par rapport à d'autres. Par contre, sa construction menace très directement des terres indigènes. Donc les habitants de ces terres, le Copine et Bertha, vont tout faire pour essayer d'annuler la construction du barrage. Par exemple, ils déposent des plaintes pour dénoncer la fraude présumée dans l'attribution du permis de construction du barrage et ils vont aussi demander l'annulation immédiate de la concession sur la rivière sacrée Gualcarque, mais sans succès. Dans les médias, dès qu'elle en a l'occasion, Bertha fait état de ses préoccupations au sujet des dommages causés à l'environnement et du manque de consultation et de coordination des responsables du projet avec les communautés autochtones Lenca. Bertha, au travers du Copine, a aussi contacté à plusieurs reprises FMO, la Banque mondiale, en demandant qu'il renonce à financer le projet, en mettant en avant que le consentement du peuple Lenca n'a pas été obtenu et que les titres fonciers n'avaient pas été obtenus selon les règles. Bertha signale aussi, à de nombreuses reprises, dans la presse et sur les réseaux sociaux, être victime de menaces de mort, puisque dès qu'elle va publiquement se battre contre la construction du barrage, elle va subir des pressions, des menaces et du harcèlement. Et à partir de 2012, les choses vont devenir plus concrètes puisque les travaux de construction du barrage hydroélectrique doivent commencer. Donc si jusque-là, Bertha et les membres du Copine ont essayé d'utiliser des moyens plutôt administratifs, elles n'ont plus d'autre choix que de se rendre sur place et d'occuper les terres où doivent être construits le barrage. Donc à ce moment-là, la lutte contre le projet change. Bien sûr, les militants et militantes alertent toujours l'opinion publique et essayent de faire bouger les choses, mais la lutte contre le projet, tout à coup, vise majoritairement à empêcher les entreprises d'accéder aux terres situées près de la rivière Gualcarque. Donc, elles occupent l'endroit et construisent des barricades. Les manifestants et manifestantes du Copine sont régulièrement expulsés par les agents de sécurité du site. La communauté a signalé des menaces et du harcèlement réguliers de la part des employés de l'entreprise DESA, des agents de sécurité et même de l'armée. Et elle rapporte notamment que le chef de la sécurité de DESA, Douglas Giovanni Bustillo, patrouille régulièrement avec la police et l'armée, ce qu'évidemment ils nient tous. Donc on est dans un climat extrêmement tendu. Et en 2013, Bertha Cáceres a déclaré à Nina Lakhani « L'armée a une liste d'assassinats de 18 militants des droits de l'homme recherchés, avec mon nom en haut. Je veux vivre. Il y a encore beaucoup de choses que je veux faire dans ce monde, mais je n'ai jamais envisagé de renoncer à me battre pour notre territoire, pour une vie digne, parce que notre combat est légitime. Je fais très attention, mais au final, dans ce pays où règne l'impunité totale, je suis vulnérable. S'ils veulent me tuer, ils le feront. » Nous sommes donc 3 ans avant la mort de Bertha et on voit qu'elle a parfaitement conscience des menaces qui planent sur elle et des risques qu'elle prend à continuer cette lutte. Les choses continuent donc de s'envenimer et les menaces contre Bertha vont devenir de plus en plus personnelles. Comme elle est une personnalité connue au Honduras et qu'elle se présente comme la figure de proue de cette lutte, elle cristallise toute l'attention des acteurs du projet qui voient en elle une menace pour leur projet et la tiennent responsable des retards et des pertes financières que cela engendre. Elle devient donc une cible. Parmi les tentatives de pression et de menaces sur Bertha, les responsables vont notamment porter plainte contre elle et 2 autres dirigeants autochtones pour usurpation, coercition et dommages continus contre DESA. Dans le livre « Qui a tué Bertha Cáceres ?», l'autrice parle aussi de harcèlement sexuel sur Bertha de la part de Douglas Giovanni Bustillo. Et en plus de Douglas Bustillo, le chef de la sécurité de l'entreprise DESA, un autre homme semble s'acharner contre Bertha. Il s'agit de David Castillo. David Castillo est un ancien militaire qui a servi aux États-Unis et il est devenu président de DESA en 2012. Et en fait, si on regarde de plus près, il est l'un des principaux actionnaires de la société qui détient DESA
Il a donc un intérêt particulier à ce que le projet aboutisse. Et pendant toute la durée de la lutte, il va harceler et surveiller Bertha de près. En 2013, Bertha est condamnée à une peine de prison suite à la plainte déposée par DESA. C'est à partir de là que Bertha entre dans la clandestinité pour échapper à son mandat d'arrêt. Les observateurs internationaux, comme Amnesty International, critiquent ces plaintes et les peines de prison à l'encontre des militants et militantes, et ils préviennent notamment que tout emprisonnement de ces activistes, dont Bertha, serait à considérer comme des prisonniers d'opinion. Ils appellent aussi le gouvernement hondurien à faire cesser la criminalisation des défenseurs des droits humains et à enquêter sur les menaces dont les activistes pour les droits des peuples autochtones sont la cible. Mais là encore, sans effet. C'est même l'inverse qui se passe, puisque la répression des activistes continue à devenir de plus en plus violente. Le 15 juillet 2013, entre 200 et 300 activistes de la communauté Lenca se sont rassemblés pour marcher vers l'enceinte de DESA et demander des négociations. L'armée hondurienne a ouvert le feu sans sommation sur les activistes, en tuant un membre du COPIN, Thomas Garcia, et en blessant 3 autres. En mai 2014, des membres du COPIN ont été attaqués lors de 2 incidents distincts qui ont fait 2 morts et 3 personnes grièvement blessées. Finalement, grâce à l'opposition continue à un niveau local des communautés touchées, et ce sous la direction de Bertha Cáceres et des membres du COPIN, et peut-être aussi à cause des violences et des morts qui commencent quand même à se voir, la société chinoise Sino-Hydro et la Banque mondiale FMO finissent par se retirer du projet. D'ailleurs, pour cette victoire, en 2015, 1 an avant sa mort, Bertha Cáceres avait reçu le prestigieux prix Goldman qui récompense les actions en faveur de l'environnement. Elle le reçoit lors d'une cérémonie à San Francisco. On écoute un tout petit extrait de son discours. Buenas noches, gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo Lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Mais malheureusement, ce prix, qui est considéré comme le Nobel de l'écologie, n'aura finalement pas permis de la protéger. Dans les mois qui ont précédé sa mort, Bertha enquêtait sur les probables sources de corruption et d'argent sale derrière les projets du barrage. Elle va d'ailleurs transmettre des informations à l'organisme anticorruption du Honduras, mais il semble que celui-ci a assez peu de moyens et donc il n'y aura aucun résultat. En 2016, au total, plus de 100 manifestants étaient détenus à cause des blocages en lien avec le barrage. Et les menaces contre le COPIN et les autres organisations continuaient d'augmenter. Dans la nuit du 2 au 3 mars 2016, 2 jours avant son 45e anniversaire, Bertha Cáceres est assassinée à son domicile. Des tueurs à gages se sont introduits chez elle et lui ont tiré dessus à 3 reprises à bout portant. Ils ont ensuite pris la fuite à bord d'une voiture qui les attendait dehors. Bertha est décédée dans les minutes qui ont suivi, dans les bras de son ami de longue date, Gustavo Castro, présent sur place. Il n'a rien pu faire pour la sauver, d'autant qu'il a également été touché par un tir et il explique avoir survécu en faisant semblant d'être mort. Immédiatement après le meurtre, la police déclare que ce crime a été commis par des voleurs, mais la famille de Bertha et les organisations de lutte pour les droits humains affirment que Bertha a été assassinée à cause de sa lutte écologiste et qu'il s'agit d'un crime politique. Et en effet, l'enquête montrera l'implication des responsables du projet d'Aguasarca. Après l'assassinat de Bertha, le projet Aguasarca a attiré l'attention internationale. Et malgré la pression internationale qui en a découlé, le projet a été maintenu. En 2017, donc 1 an après, certains investisseurs internationaux ont fini par retirer leur soutien financier, notamment FinFund, la société finlandaise d'investissement. Le COPIN a salué ces décisions, mais a aussi relevé l'incapacité des banques et des investisseurs à mettre en place une sortie responsable, et en effet, elle laisse derrière elle, je cite le COPIN, un processus décisionnel sur un projet de barrage hydroélectrique qui pourrait générer plus de violence et de répression. Et en effet, le danger continue pour les activistes. Par exemple, en juillet 2016, 4 mois après la mort de Bertha,
Leslie Bayanet, également membre du COPIN, a été retrouvé assassiné. Passons maintenant au procès et aux condamnations. Le premier procès a eu lieu 2 ans et demi après la mort de Berta. Après une enquête, 7 hommes ont été condamnés en première instance à des peines d'emprisonnement allant de 30 à 50 ans pour l'assassinat de Berta Cáceres. Parmi eux, on trouve un major de l'armée, un responsable de DESA et Douglas Bustillo, qui sont accusés d'avoir organisé l'assassinat. Donc ils ont écopé chacun de 30 ans ferme. Et les 4 autres hommes condamnés sont les tueurs à gages, et ils ont été condamnés à 34 ans de prison ferme pour l'assassinat de Berta, et ils ont écopé encore de 16 ans supplémentaires pour la tentative d'assassinat sur Gustavo Castro, qui se trouvait dans la maison avec Berta. Pour la Cour, les 7 accusés auraient agi en raison, je cite, des retards, des pertes financières et des graves dommages causés par les manifestations dirigées par Berta Cáceres contre l'entreprise DESA. Après le procès, la famille de Berta Cáceres estime néanmoins que ces accusés n'ont fait qu'exécuter un contrat d'assassinat et que celui-ci aurait été commandité par les propriétaires de l'entreprise DESA. Finalement, en juillet 2021, David Castillo, le gérant de l'entreprise et un des actionnaires, a été reconnu, lors d'un second procès, coupable d'avoir commandité le meurtre. David Castillo avait jusque-là nié toute implication dans la mort de Berta Cáceres. Il a même affirmé qu'il était en fait l'ami de Berta, mais le tribunal a rejeté cette affirmation puisque les données téléphoniques prouvaient que le chef de l'entreprise n'avait maintenu un contact avec la militante que pour obtenir des informations sur ses allées et venues et les transmettre au service de sécurité de DESA. L'enquête montre aussi que c'est lui qui a coordonné et obtenu l'argent pour l'assassinat, perpétré par les 7 hommes qui ont été condamnés en 2018. David Castillo a été condamné à 22 ans de prison. À l'issue du procès, Laura Zúñiga, une des filles de Berta, a commenté « Nous sommes heureux aujourd'hui. Les Honduriens en ont marre de tant d'impunité. Mais il manque encore l'échelon au-dessus. Les principaux instigateurs du meurtre de ma mère n'ont pas encore été jugés. David Castillo a été condamné pour avoir co-commandité l'assassinat, mais ce n'est pas la personne qui a payé les tueurs à gages. » Et il semble en effet que le parquet hondurien ait bien tenté d'éviter de désigner les auteurs intellectuels responsables du meurtre de Berta Cáceres. Le parquet n'a notamment pas cherché de preuves sur l'origine de l'argent qui a servi à payer les assassins. Les plaintes que Berta Cáceres avait déposées avant sa mort pour dénoncer la fraude présumée dans l'attribution du permis de construction du barrage n'ont pas été traitées et la participation de la société finnoise Finnfund et des autres partenaires commerciaux qui se sont retirés du projet après la mort de Berta devraient encore faire l'objet d'une enquête, car il semble qu'ils pourraient être à l'origine des transferts d'argent ayant eu lieu peu avant l'assassinat de la militante. Donc il reste encore beaucoup de questions sans réponse, et on verra dans les années qui viennent si la justice s'en saisit. Les filles de Berta poursuivent le combat en s'investissant dans le COPIN, fondé par leur mère il y a 30 ans. Par ailleurs, Berta Zúñiga développe une vision écoféministe puisqu'elle lie la lutte environnementale avec la lutte féministe. Dans une interview donnée en octobre 2023 pour un journal militant, elle dit « Je pense que nous avons beaucoup parlé de la défense des territoires et nous savons que, du point de vue féministe, notre corps est le premier territoire de défense. Nous continuons d'être victimes d'attaques. Le féminicide politique de ma mère n'est pas le seul, mais c'est un phénomène de harcèlement qui se répète sur tout le continent et qui nous suscite de nombreuses inquiétudes. » Pour en revenir au COPIN, il est toujours très actif et il poursuit sa lutte contre le pillage et la destruction des terres des peuples indigènes, comme en témoigne son site internet. Sur sa page d'accueil, il rend d'ailleurs hommage à Berta Cáceres et dénonce l'impunité des responsables de son assassinat depuis maintenant 7 ans. Les activistes du COPIN exigent aussi l'annulation du permis de construire, qui existe toujours, et demandent l'annulation définitive de la concession illégale et non consultée d'Aguasarca. Et en effet, le projet du barrage d'Aguasarca n'a toujours pas été officiellement abandonné, même s'il semble être en pause. La nouvelle présidente du Honduras, dont je vous ai parlé au tout début, Xiomara Castro, promettait, à l'issue des procès de 2021 qui ont condamné David Castillo, de geler les approbations de permis et les concessions d'exploitation des rivières, l'exploitation des ressources forestières et d'améliorer la sauvegarde des parcs nationaux et des zones protégées. Mais malheureusement, son parti est non majoritaire au Parlement et donc elle a dû faire marche arrière.
Après ce long récit un peu complexe, je vous l'accorde, je vous propose de passer à la partie analyse. Mon point de vue sur cette histoire, c'est que finalement, rien n'est résolu. Malgré les condamnations, il n'y a rien qui empêchera d'autres morts. Aussi, je pense que Bertha a dû vivre un enfer avant sa mort, obligée de se cacher, surveiller, menacer. Je trouve que cette histoire, elle illustre aussi bien l'impunité folle qui règne dans ce business, qui implique, je le rappelle, des entreprises européennes. Dès le début, la joint venture n'a pas respecté le droit international qui exige la consultation des peuples indigènes sans qu'il y ait de conséquences. Et puis ensuite, des acteurs internationaux des droits humains, comme Amnesty International, ont alerté sur ce qui se passait avec les peuples autochtones sans conséquences non plus. Et c'est sans parler des magouilles autour de l'attribution des concessions et des permis de construire. Et je pense qu'on peut aussi interroger le fait que la multiplication des projets de barrages, elle semble répondre à une réelle problématique, la nécessité de produire toujours plus d'énergie. Je précise que je ne parle pas ici uniquement du Honduras, mais de manière générale. En fait, ce modèle de croissance infinie n'est pas vraiment remis en question. Alors d'un côté, on peut se dire que, quitte à devoir produire toujours plus d'électricité, autant qu'elle soit renouvelable, autant qu'elle provienne de l'hydroélectrique, plutôt que du charbon. Mais d'un autre côté, on force des populations indigènes qui ont des modes de vie traditionnels, moins consommateurs en énergie et moins polluants que la moyenne, à se déplacer et à rejoindre le mode de vie, entre guillemets, moderne, au nom du progrès, et en fait, ça a tendance à faire empirer le problème. Autre point, d'après le site de l'ONU Femmes, les déplacements de population, l'insécurité et la pauvreté qu'ils engendrent exacerbent les risques de violence à l'égard des femmes et des filles. Donc ça montre un lien très concret entre destruction de l'environnement et violence sexiste. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit dans l'introduction, je voulais revenir sur la notion d'écoféminisme. Parce qu'on l'a vu, Berta Zúñiga, la fille de Berta Cáceres, se revendique de l'écoféminisme. Et même si Berta Cáceres elle-même n'a pas, à ma connaissance, fait de déclaration là-dessus, finalement, on pourrait qualifier son combat d'écoféministe. Pour le définir simplement, l'écoféminisme dénonce le capitalisme patriarcal comme un système qui pille et exploite sans relâche le corps des femmes et la planète. Dans la pensée écoféministe, les femmes, comme la nature, sont victimes de la domination masculine, et donc aucune révolution écologique ne saurait faire l'économie d'une révolution féministe. Seul le croisement de l'écologie et du féminisme peut apporter un remède au système de domination des hommes sur la nature et sur les femmes. Et dans le cas du Honduras, on peut même parler d'écoféminisme décolonial, puisque les femmes non blanches, ce qui est le cas des populations autochtones du Honduras, subissent une domination de la part des Blancs. Et on le voit dans le cas que je vous ai présenté aujourd'hui, avec le fait que les entreprises actionnaires du barrage sont en partie européennes. Et donc les femmes issues des peuples indigènes subissent à la fois des oppressions raciales, sexistes et écologiques. Je m'arrête ici sur la question de l'écoféminisme puisque je prévois un épisode qui parlera plus largement de cette thématique, mais je trouvais quand même intéressant de mettre en lumière ces rapports de force et de domination. Aussi, ce qu'on peut constater, c'est que l'assassinat de Berta Cáceres n'est que la partie visible et médiatisée d'un système composé d'élites politiques et économiques qui n'hésitent pas à éliminer les personnes qui sont sur leur chemin. Et si on en parle aujourd'hui, et je m'inclus dedans, c'est parce que Berta était visible, qu'elle avait gagné un prix aux États-Unis et que son histoire a pu arriver jusqu'à nous. Et on ne peut pas raconter les histoires des autres militants et militantes assassinés parce qu'elles n'ont pas de retentissement international, parce que les médias n'en parlent pas beaucoup et parce que ces activistes assassinés sont souvent issus des peuples indigènes et donc on n'en fait pas grand cas. Il faut savoir qu'au Honduras, 130 activistes climatiques ont été tués en 10 ans. Et au niveau mondial, selon un rapport de l'ONG Global Witness en septembre 2023, au moins 177 défenseurs de l'environnement ont été tués dans le monde en 2022. Et entre 2012 et 2022, ce chiffre dépasse les 1900 assassinats. L'Amérique latine est de loin la zone la plus touchée, avec près de 9 décès sur 10. Je m'éloigne maintenant un petit peu du contexte du Honduras pour recentrer un peu sur le contexte français et suisse et la question de l'écoterrorisme, puisque dans le cas de Berta Cáceres, à ma connaissance, on n'a pas parlé d'écoterrorisme, mais on a quand même déployé une violence extrême contre des activistes climatiques. En Suisse, en France, on voit que si on n'assassine pas directement les militants, on parle facilement d'écoterrorisme pour qualifier des actions de désobéissance civile, des manifestations, des sabotages ou des destructions de certaines installations. En France, par exemple, Gérald Darmanin a qualifié d'écoterroristes des personnes qui défendent des territoires menacés.
Mais évidemment, déjà, dans l'autre sens, on ne parle pas de terrorisme pour les multinationales qui détruisent des écosystèmes, privatisent des ressources communes et chassent des peuples de leurs terres. Mais surtout, parler d'écoterrorisme, c'est une manière de justifier la violence à l'égard des activistes climatiques. Pourtant, comme l'explique Philippe Subra, géographe dans un article du Monde paru en mai 2023, le terme écoterrorisme est outrancier car, je cite, « saboter une canalisation, ce n'est pas poser une bombe dans le métro, bombarder un hôpital ou tirer à la Kalachnikov sur des gens à la terrasse d'un café. » Ou alors, les mots n'ont plus aucun sens. Même le fait de lancer un cocktail Molotov sur un gendarme mobile ne peut pas être, selon lui, qualifié juridiquement de terrorisme. C'est un acte grave, sévèrement puni par la loi, mais ce n'est pas du terrorisme. Et on comprend bien la politique qu'il y a derrière l'utilisation de ce terme écoterrorisme, c'est justement de justifier l'utilisation grandissante de la violence à l'égard des activistes. On l'a vu par exemple en mars 2023, à Sainte-Soline, en France, où les forces de l'ordre ont tiré 2,5 grenades mutilantes par minute en continu sur les militants et militantes qui se battaient contre la privatisation de l'eau. En fait, à partir du moment où on dit que des personnes sont des terroristes, alors tout est permis et rien n'empêche d'utiliser une violence extrême pour les arrêter. Et en Suisse, on constate aussi que l'UDC, notamment dans ses tracts et tout ménage, utilise la notion d'écoterrorisme pour parler par exemple des déprédations causées par les militants et les militantes sur des terrains de golf ou des activistes climatiques qui bloquent des autoroutes en se collant les mains sur le béton. Là encore, l'utilisation du terme terrorisme est complètement galvaudée. Je pense aussi qu'il est important de souligner que le meurtre de Bertha est un féminicide politique, c'est-à-dire qu'elle a été tuée à la fois en raison de son combat, mais aussi en raison de son genre. Bertha a été tuée parce qu'elle était une femme et parce qu'elle a refusé de se taire, malgré le harcèlement, les menaces de mort et les accusations criminelles. Le fait qu'une femme tienne tête aux dirigeants de DESA et aux investisseurs, c'était presque pire que la lutte elle-même, puisque ça touche à leur ego. Dans son livre, la journaliste Nina Lacani cite le Padre Mello, impliqué dans la lutte, qui dit à propos de l'assassinat de Bertha Cáceres « Ils l'ont tuée parce qu'ils ne pouvaient pas permettre à une femme de mettre en danger leurs affaires, menacer leurs investissements et s'en sortir indemne. Elle a franchi la limite, a blessé leur ego et ils ne pouvaient pas laisser la pinche puta, je sais pas si je prononce juste, s'en tirer. Le meurtre de Bertha était fondamentalement un meurtre machiste. » Et à propos des féminicides politiques, puisqu'on n'en parle pas tant que ça, en mars 2023, le collectif de journalistes YouPress a publié une enquête nommée « Femmes à abattre », dans laquelle ils ont identifié 300 féminicides politiques, c'est-à-dire des femmes qui souvent étaient engagées dans la défense des droits humains, des droits des femmes, des personnes LGBTQI+, ou pour la défense des droits environnementaux, qui ont été assassinées en raison de la cause qu'elles défendaient et de leur genre. Les assassinats politiques genrés, ou féminicides politiques, sont une manière de silencier ces femmes qui ont osé se saisir de la parole publique. C'est une menace, un avertissement lancé aux autres femmes, celles qui seraient tentées de prendre le relais. Et c'est exactement le cas dans l'histoire de Bertha. Vous venez d'écouter Pour de vrai et je vous en remercie chaleureusement. Vous trouverez toutes les sources et références citées et utilisées pour préparer cet épisode dans la description. Si vous écoutez cet épisode sur Spotify, n'hésitez pas à me dire, dans la petite fenêtre prévue à cet effet, ce que vous avez pensé de cet épisode. Et pour ne rien rater en attendant la sortie du prochain épisode, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe. À bientôt!